Le jour de mon 34e anniversaire, je suis resté pétrifié alors que du jus de cranberry dégoulinait sur ma robe à 3000 $. Ma nièce a ricané, maintenant, tu as l'air aussi vulgaire que tu le es vraiment. Ma mère a applaudi, ma sœur regardait avec fierté. Mais aucune d'entre elles ne savait que cette nuit serait le tournant décisif. Le vin m'a frappé au visage avant même que je comprenne ce qui se passait. Froid, rouge et délibéré. La voix de ma mère a tranché à travers les halètements autour de nous. Maintenant, peut-être que tu apprendras enfin ta place, Riley. 30 paires d'yeux se sont tournés vers moi alors que je me tenais là, dans cette robe émeraude à 2500 $, dégoulinante devant des lustres en cristal et des tables aux nappes blanches. J'étais un spectacle, une blague écrite en cabernet sauvignon. Ma sœur, celle qui tenait le verre vide, souriait narquoisement. Mon père étudiait le motif complexe de son assiette à dessert comme si elle contenait les secrets de l'univers. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai souri, car je savais que cet unique acte leur coûterait tout. Avant de vous raconter comment tout a basculé. Aimez et abonnez-vous. Laissez un commentaire. D'où me regardez-vous? Je m'appelle Riley Thompson, et mon histoire commence dans un quartier calme et bien entretenu de la banlieue de San Diego. Notre maison était une maison coloniale parfaite sur 2 étages avec une pelouse que mon père, Robert, tondait en bande diagonale parfaite chaque samedi matin. De l'extérieur, nous étions la famille américaine idéale. À l'intérieur, notre maison était moins un sanctuaire qu'une scène de théâtre. Méticuleusement préparée pour une pièce sur une famille heureuse qui n'a jamais été jouée. Le salon, avec ses tapis crème et ses coussins parfaitement gonflés, était réservé aux invités. Nous vivions dans le petit bureau à côté de la cuisine, un espace exigu où la tension était souvent si épaisse qu'on pouvait la goûter. Les apparences étaient tout, et l'émotion sincère était un désordre qu'il fallait nettoyer avant que quelqu'un ne le voie. J'ai grandi dans une famille où l'amour n'était pas un droit mais une récompense, et c'était une récompense que je gagnais rarement. Les conditions étaient simples, soit belles, soit charmantes, soit excitantes. En bref, soit ma sœur aînée, Tessa. Ma mère, Janet, était la metteuse en scène de cette pièce. C'était une femme qui naviguait dans le monde avec une carte de pointage, classant tout, des jardins de ses voisins à la valeur de ses propres filles. Son amour était une monnaie qu'elle investissait en Tessa, qu'elle considérait comme une action de premier ordre garantie de rapporter des dividendes sociaux élevés. Moi, en revanche, j'étais une obligation municipale sur mes ennuyeuses, fiables, nécessitant peu d'entretien, mais manquant cruellement de glamour. Maman se souciait plus du capital social qu'une fille pouvait lui apporter que de l'affection calme et constante que j'offrais. Tessa était son chef-d'œuvre, audacieuse, belle et populaire sans effort. C'était elle qui obtenait le rôle principal dans toutes les pièces de l'école. Celle qui était couronnée reine du bal de promo, celle qui pouvait mener nos parents par le bout du nez avec un sourire éblouissant et calculé. Je me souviens très bien de mon 10e anniversaire. J'avais demandé une petite fête dans un bowling local avec mes 3 meilleurs amis. C'était tout ce que je voulais, mais Tessa, qui avait 13 ans, s'est plainte que le bowling était pour les bébés. Elle a geint et boudé pendant des jours jusqu'à ce que ma mère finisse par céder. Ma fête de bowling a été annulée. Au lieu de cela, maman a décidé d'organiser une soirée pyjama plus sophistiquée chez nous pour Tessa et ses amis populaires. Mes propres amis ont été des invités. Elle ne s'intégrerait tout simplement pas, chérie, m'a dit maman en me tapotant la tête avec dédain. J'ai passé la nuit de mon propre anniversaire blotti dans ma chambre, écoutant les éclats de rire de Tessa et de ses amis en bas, me sentant comme une étrangère dans ma propre maison. Quand est venu le moment du gâteau, elles m'ont chanté un « joyeux anniversaire » sans enthousiasme avant de se lancer dans une séance de commérage sur des garçons que je ne connaissais pas. J'étais une simple note de bas de page à ma propre fête. Mon père, Robert, était un fantôme dans ce portrait de famille. Il travaillait de longues heures dans un cabinet comptable, et quand il était à la maison, il était un observateur silencieux, un maître de la retraite stratégique. Son rôle principal était de maintenir la paix, ce qu'il interprétait comme ne jamais être en désaccord avec ma mère et ne jamais intervenir dans la dynamique profondément déséquilibrée de la famille. Son silence était un mur que je ne pouvais jamais briser. Un fossé autour d'un château où je n'étais pas la bienvenue. J'ai essayé de nombreuses fois de l'atteindre. À 16 ans, j'ai remporté un concours scientifique régional pour un projet sur lequel j'avais passé des mois. Je suis rentré à la maison en brandissant un ruban bleu et un petit trophée, le cœur vibrant d'une fierté rare et fragile.
Je l'ai trouvé dans le bureau en train de lire le journal. Papa, regarde, ai-je dit, en lui tendant le ruban. J'ai gagné. Il a levé les yeux de la page des sports, ses yeux se concentrant à peine. Oh, c'est bien, chérie. Bon travail. Il a ensuite immédiatement reporté son attention sur le journal. Juste à ce moment-là, Tessa est entrée en trombe dans la pièce, se plaignant que sa voiture était presque à sec d'essence. Sans un mot, papa a sorti de son portefeuille un billet de $50 et le lui a donné. Elle l'a arraché sans un merci et est partie. Il ne m'a plus jamais regardé. Le ruban bleu me semblait ridicule dans ma main, un gage bon marché d'une réussite dont personne dans ma maison ne se souciait. Son inaction était une trahison silencieuse et constante qui faisait plus mal que n'importe quelle dispute bruyante. Et puis il y avait Tessa, le soleil autour duquel tournait notre univers familial. Elle a appris très tôt que les règles qui régissaient ma vie ne s'appliquaient tout simplement pas à elle. Elle voguait sur une mer de charme et le filet de sécurité sans fin que mes parents lui fournissaient. Un filet de sécurité que j'étais souvent forcé d'aider à tisser. J'étais la machiniste de la famille, travaillant sans relâche dans l'ombre pour m'assurer que la star, Tessa, atteigne toujours sa marque sous le feu des projecteurs. Pendant qu'elle traversait ses années universitaires aux frais de nos parents, se spécialisant en communication et se sous-spécialisant en fêtes de fraternité, je planifiais méticuleusement ma propre évasion. Je savais que je devais être autonome. J'ai cumulé 3 emplois pour financer mes études dans une université d'État. J'étais barista à 6 heures du matin, les mains à vif à cause de l'eau chaude et des produits de nettoyage, sentant le café brûlé et le lait vapeur. J'étais assistante de bibliothèque l'après-midi, le silence profond des rayons de livres étant un répit bienvenu du bruit de ma vie. Le soir, j'étais tutrice, expliquant patiemment l'algèbre à des adolescents qui se plaignaient que leurs parents ne leur achetaient pas le dernier iPhone. Je faisais tout cela sans me plaindre, me disant que ce programme exténuant était le prix de la liberté. Ma famille voyait les choses différemment. Mon travail acharné n'était pas un signe de force. C'était la preuve que je manquais de l'éclat inné de Tessa. À leurs yeux, je devais travailler dur parce que je n'étais pas assez charmante pour que les choses me soient offertes. Le schéma de ma servitude s'est installé tôt et s'est répété souvent. Quand Tessa a accidenté sa décapotable toute neuve, elle n'a pas appelé nos parents. Elle m'a appelé. Il était 2 heures du matin un mardi, et j'avais un examen le lendemain matin. Sa voix au téléphone était un gémissement théâtral et aigu. Riley, tu dois m'aider. J'ai heurté quelque chose. Papa va me tuer. J'ai conduit 40 minutes sur une route sombre et sinueuse pour la trouver debout à côté de la voiture, dont l'aile était profondément enfoncée. Elle allait bien. Pas une égratignure, mais elle pleurait hystériquement. Elle a raconté une histoire dramatique d'un cerf qui aurait surgi de nulle part. Je savais qu'elle mentait. Je pouvais sentir l'odeur de la bière sur son haleine à 1,50 mètres de distance. Je l'ai calmée, j'ai géré le dépanneur, qui nous a regardés avec un mépris non dissimulé, et je l'ai ramené à la maison. Le lendemain, j'ai retiré $2000, de l'argent que j'avais minutieusement économisé pour un nouvel ordinateur portable dont j'avais grand besoin, et je le lui ai donné pour couvrir la franchise d'assurance. « Oh mon Dieu, tu me sauves la vie », avait-elle dit, me serrant brièvement dans ses bras avant que son attention ne se reporte sur son téléphone. « Je promets de te rembourser jusqu'au dernier centime. » Elle ne l'a jamais fait. Quand j'ai gentiment abordé le sujet 6 mois plus tard, elle m'a regardé avec une surprise sincère, comme si j'avais parlé une langue étrangère. « Oh, ça » a-t-elle ri. « Riley, ne sois pas si obsédé par l'argent. Ce n'est pas très élégant. » Mon sacrifice a été rebaptisé obsession. Le sommet de mon rôle de financier de la famille a été atteint avec son mariage. Tessa exigeait un événement de conte de fées, et ma mère était déterminée à le lui offrir, quel qu'en soit le coût. Elles étaient comme 2 marins ivres en permission, dépensant sans compter pour une robe de créateur, un vignoble hors de prix et des arrangements floraux qui coûtaient plus cher que mes frais de scolarité pour un semestre. Les factures, bien sûr, sont arrivées comme un raz-de-marée, et mes parents se noyaient. C'est alors que ma mère m'a fait asseoir à la table de la cuisine, son visage un masque soigneusement construit de préoccupations maternelles. Elle a étalé une pile de relevés de cartes de crédit estampillées en rouge. Les chiffres m'ont noué l'estomac. « Riley, chérie » a-t-elle commencé, sa voix un ronronnement doux et manipulateur. « Nous sommes un peu dans le pétrin. Nous voulions juste offrir à ta sœur la journée parfaite. Tu comprends, n'est-ce pas ?
Nous ne voulons pas avoir l'air pauvre devant la famille de Greg. C'est une question de fierté. Elle a poussé les factures plus près de moi. Nous pensions que, comme tu es si doué avec l'argent et que tu n'as pas les mêmes dépenses que Tessa. Pas de mari, pas de maison pour laquelle économiser. Que tu pourrais peut-être nous aider, juste le temps qu'on se remette sur pied. J'ai regardé mon père qui fixait intensément sa tasse de café comme si elle contenait les réponses. Il n'a pas voulu croiser mon regard. Il s'est juste raclé la gorge et a marmonné, « Ta mère a raison. C'est pour la famille. » Alors, je l'ai fait. Je suis allé à ma banque le lendemain, me sentant comme une prisonnière condamnée en route vers la potence. Et j'ai vidé mon compte d'épargne. Le compte que j'avais constitué depuis l'âge de 15 ans. Celui qui représentait un futur acompte sur un petit condo, mon seul symbole tangible d'indépendance. J'ai transféré l'argent sur le compte de ma mère, regardant mon rêve disparaître d'un clic de bouton. Au mariage, alors que je me tenais dans ma simple robe de demoiselle d'honneur que j'avais payée moi-même, j'ai écouté Tessa faire un discours en larmes, remerciant chaleureusement mes parents pour leur incroyable générosité. Mon nom n'a jamais été mentionné. J'étais une donatrice anonyme à l'église de Tessa. Alors que les invités applaudissaient, j'ai senti un vide familier se répandre dans ma poitrine, froid et vaste. Je n'étais pas une fille. J'étais un service public, une ressource à exploiter en cas de besoin et à ranger quand on n'en avait pas besoin. J'étais l'investisseur silencieux de la famille, censé tout apporter et ne rien demander en retour. Pendant des années, je l'ai fait parce que je m'accrochais à une croyance fragile et enfantine qu'un jour, la balance pencherait. Qu'un jour, il se retournerait et me verrait enfin. Il verrait la montagne de sacrifices que j'avais fait et il dirait enfin, « Merci, Riley. Nous te voyons. Nous t'apprécions. » Mais ils ne l'ont jamais fait. À chaque année qui passait, chaque plan annulé, chaque conversation qui tournait autour de Tessa, l'espoir s'amenuisait. C'était une braise mourante que je n'arrêtais pas de tenter de ranimer, sans réaliser qu'elle était déjà une cendre froide et morte. L'année de mes 30 ans a été une étude sur l'insignifiance. L'événement a été complètement éclipsé par l'annonce de Tessa que son mari Greg et elle pensaient à essayer d'avoir un bébé. Ce non-événement a été traité avec la gravité d'un décret royal, exigeant toute la bande passante émotionnelle et conversationnelle de notre famille. Mon anniversaire était une pensée après coup. Ma mère a organisé à la dernière minute une célébration qui consistait en un gâteau sec acheté en magasin et une conférence sur ma fertilité déclinante. « Tu ne rajeunis pas, Riley ?» avait-elle dit en me coupant une fine tranche. « Toute cette concentration sur ta carrière, c'est bien, mais une femme a besoin d'une famille. » Le seul cadeau de leur part était une carte avec un « Amour, maman et papa » griffonné à la hâte, et un chèque de Tessa de $50 joint avec une note qui disait « Va t'acheter quelque chose de joli ». C'était une fraction pathétique des milliers que je lui avais donnés. Un geste si condescendant que cela ressemblait plus à une gifle. Les jours qui ont suivi cette non-fête ont été sombres. Je suis retourné au travail, engourdi et découragé. Puis quelque chose s'est produit. J'étais en réunion pour présenter une stratégie marketing majeure que j'avais développée pendant 6 mois de travail acharné. Quand j'ai terminé, le client, un PDG notoirement difficile, s'est levé et a applaudi. Ma patronne m'a prise à part ensuite, ses yeux brillants d'une fierté sincère. « Riley » a-t-elle dit, « c'était brillant. Absolument brillant. Nous te promouvons stratège de marque senior. Ça vient avec une augmentation significative. Tu as mérité chaque centime. » Je suis resté dans le couloir, les éloges résonnant à mes oreilles, et le contraste entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle m'a frappé avec la force d'un coup physique. Au travail, j'étais vu, valorisé et récompensé pour mon travail acharné. À la maison, j'étais un fantôme, un distributeur automatique de billets ambulants. À ce moment-là, quelque chose en moi n'a pas seulement changé, il s'est brisé. La braise d'espoir que j'avais gardée si longtemps s'est finalement éteinte, et à sa place, une résolution froide et dure a commencé à se former. C'était fini. Fini d'attendre leur approbation, fini d'être le système de soutien fiable et invisible de la famille. J'avais passé toute ma vie à me faire plus petite pour les laisser briller. Et je n'avais rien à montrer en retour, si ce n'est un compte en banque épuisé et un cœur plein de fractures. Donc, à l'approche de mon 31e anniversaire, j'ai décidé que je voulais une chose, me célébrer. Pas de drame, pas de culpabilisation, pas de partage des projecteurs.
Une soirée consacrée à reconnaître ma propre vie, selon mes propres termes. Mon nouveau salaire était entré en vigueur et pour la première fois, j'ai ressenti un sentiment de pouvoir financier. Je voulais marquer l'occasion. J'ai choisi les Livolets. Ce n'était pas seulement un restaurant exclusif. C'était un symbole. Des années auparavant, mes parents y étaient allés pour un anniversaire important et ils en avaient parlé pendant des mois après. Le service impeccable, la nourriture exquise, le glamour pur. C'était un endroit réservé aux gens spéciaux. Tessa avait toujours supposé qu'elle y serait emmenée pour ses propres grands moments, mais d'une manière ou d'une autre, cela ne s'est jamais produit. En choisissant les Livolets, je plantais inconsciemment un drapeau. Je revendiquais un statut qu'il ne m'avait jamais accordé. Je déclarais que moi, Riley Thompson, j'étais aussi une personne spéciale. La liste des invités était petite et soigneusement choisie. Ma vraie famille, Jade et Mia. C'était elle qui m'avait soutenu dans les pires moments. Elle m'avait apporté de la glace après mon désastreux 30e anniversaire. Elle m'avait aidé à répéter ma grande présentation. Elle connaissait toute la sale histoire avec ma famille et elle m'aimait quand même. Quand je leur ai parlé de mon plan autour d'un café, elles étaient ravies pour moi, mais prudentes. Les Livolets, c'est incroyable, avait dit Jade, les yeux écarquillés. Mais es-tu sûr d'inviter ta famille après tout? J'ai pris une profonde inspiration, la tasse de café chaude dans mes mains. Je dois le faire, ai-je dit, essayant de me convaincre autant qu'elle. C'est une dernière chance. Cette fois, c'est sur mon terrain. C'est un endroit que j'ai choisi, un dîner que je paie. Ils seront mes invités. Peut-être, juste peut-être, que ce changement de dynamique les forcera à me voir différemment. Peut-être qu'ils devront me respecter. Mia a tendu la main sur la table et a serré la mienne. Nous serons là, juste à côté de toi, tes gardes du corps personnel. Nous avons toutes ri, mais nous savions qu'elle ne plaisantait qu'à moitié. La planification est devenue ma rébellion silencieuse. J'ai appelé le restaurant, ma voix claire et stable, en demandant la salle privée, celle avec la vue sur la ville. J'ai prépayé le lourd acompte avec ma propre carte de crédit, tapant les chiffres avec un sentiment de satisfaction rebelle. C'était comme une déclaration d'indépendance. J'ai étudié la carte des vins en ligne et j'ai choisi un Cabernet Sauvignon millésimé, une bouteille qui coûtait plus cher que le premier versement de ma voiture. Il ne s'agissait pas de frimer. Il s'agissait de goûter à une vie que je m'étais construite, une vie dont il ne faisait pas partie. La dernière pièce de ma préparation était la robe. Je l'ai vue dans la vitrine d'une boutique une semaine avant le dîner, et elle m'a coupé le souffle. C'était une robe longue en soie vert émeraude qui chatoyait et bougeait comme de la lumière liquide. Elle était audacieuse et élégante, et elle était ridiculement, terrifiante, chère. Le prix, $2500, a fait hurler de protestation mon côté pratique, celui aiguisé par des années de privation. Je suis passé devant la boutique 3 fois cette semaine-là, attiré par la robe, mais intimidé par son coût. Finalement, le vendredi, je suis entré. La vendeuse m'a toisé de haut en bas, son expression froide et dédaigneuse. J'ai failli faire demi-tour et partir, mais je me suis souvenu de ma promotion, de mon nouveau salaire et de la raison pour laquelle je faisais tout cela. J'aimerais essayer la robe verte dans la vitrine, ai-je dit, ma voix plus ferme que je ne le sentais. Au moment où je les zippais dans la cabine d'essayage, la dispute dans ma tête s'est tue. La soie était fraîche et lourde contre ma peau. Elle m'allait comme si elle avait été faite pour moi. Pour la première fois, je n'ai pas vu la fille calme et responsable qui portait toujours des vêtements sages. J'ai vu une femme, puissante, confiante, sans excuse. Elle est magnifique sur vous, a dit la vendeuse, son ton ayant complètement changé. Alors que je me tenais à la caisse en tendant ma carte, j'ai fait un rapide calcul amer dans ma tête. Ça coûte plus cher que la réparation de la voiture de Tessa. C'est une fraction de la dette du mariage. J'ai mérité ça. Je l'ai mérité 10 fois. La robe était mon armure. Le jour du dîner, une énergie nerveuse bourdonnait sous ma peau. J'ai pris mon temps pour me préparer, un rituel de soins personnels. J'ai coiffé mes cheveux, appliqué mon maquillage, et enfin enfilé la robe émeraude. En regardant mon reflet, j'ai vu la femme que je voulais être, forte, réussie, en contrôle. Pendant un instant fugace et dangereux, je me suis permis de croire au fantasme que j'avais construit. Une soirée parfaite où ma famille me verrait vraiment, et leurs yeux se rempliraient d'une fierté que j'avais désirée toute ma vie.
Ils lèveraient un verre et porteraient un toast à leur fille, celle qu'ils avaient enfin appris à apprécier. C'était une pensée belle et fragile, et comme la plupart des belles choses de ma vie, j'aurais dû savoir qu'elle était destinée à être brisée. Je suis arrivé à l'Hélivolet 20 minutes en avance, une habitude née d'une vie passée à anticiper les besoins des autres. Le maître d'hôtel m'a accueilli par mon nom, son sourire chaleureux et professionnel. Mademoiselle Thompson, votre salon privé est prêt. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous ce soir. Sa courtoisie était un petit baume validant. En marchant derrière lui, le clic doux de mes talons sur le sol en marbre sonnait comme un conte à rebours vers le triomphe ou le désastre. La salle à manger principale était une symphonie d'élégance tranquille, le faible murmure des conversations, le cliquetis doux des couverts sur la porcelaine fine, et un quatuor à cordes jouant doucement dans un coin. Le salon privé était encore plus beau que je ne l'avais imaginé. Une longue table en acajou était dressée avec du linge blanc impeccable, de l'argenterie polie et une armée de verres en cristal étincelant. Un mur était entièrement en verre, offrant une vue panoramique à couper le souffle sur la ligne d'horizon de San Diego alors que le soleil commençait sa lente descente, peignant le ciel de teintes enflammées d'orange et de pourpre. Un vase de lys blanc trônait au centre de la table, leur parfum délicat et pur remplissant l'air. C'était parfait. C'était une scène d'une vie dont je n'avais jamais fait que rêver. Jade et Mia sont arrivés pile à l'heure, leurs visages s'illuminant en me voyant. Riley. Oh mon Dieu, arrête tout de suite, s'est exclamé Jade en me serrant dans ses bras. Tu ressembles à une star de cinéma. Cette robe est tout simplement parfaite. Mia m'a tendu un cadeau joliment emballé. Joyeux anniversaire, Ri. Sérieusement, tu mérites tout ça et plus encore. Elles étaient mes ancres dans la tempête imminente. Leur enthousiasme sincère, une contrefréquence apaisante au bourdonnement de mon anxiété. Un serveur est apparu comme par magie pour nous verser des coupes de champagne. Pendant les 40 minutes suivantes, la soirée a été tout ce que j'avais espéré. Nous avons ri jusqu'à en avoir mal aux côtes. Nous nous sommes remémorés nos années d'université, nos horribles emplois, les appartements affreux que nous avions partagés. Nous avons parlé de nos espoirs, de nos carrières, de notre avenir. Leur cadeau était profondément personnel. Jade avait trouvé une rare première édition de mon roman préféré, et Mia avait encadré un collage de photos de nos voyages ensemble au fil des ans, une histoire visuelle de notre lien indéfectible. Nous avons porté un toast à ma promotion, à ma nouvelle vie, à un avenir libéré des fantômes du passé. Dans cette bulle dorée, je me suis senti vu, célébré et aimé inconditionnellement. La bulle a éclaté au moment où ma famille est arrivée. Ils avaient 45 minutes de retard. Pas d'excuses, pas de SMS pour me prévenir qu'ils étaient en retard. L'attente avait été atroce. J'avais vérifié mon téléphone une douzaine de fois. J'ai finalement appelé ma mère, qui a répondu avec un soupir irrité. On arrive, Riley. Sois patiente. Tessa a eu une crise de garde-robe. La sous-entendue était claire, le petit inconvénient de Tessa primait sur ma grande célébration. Ils sont entrés en trombe dans la pièce, non pas comme des invités, mais comme des critiques, apportant un frisson palpable qui a instantanément refroidi l'atmosphère chaleureuse. Tessa menait la charge, se pavanant comme sur un podium. Elle portait une robe de cocktail blanche, moulante et choquante, un choix délibéré et audacieux pour le dîner d'anniversaire de quelqu'un d'autre. C'était une robe qui criait « Regardez-moi ». Ma robe émeraude élégante m'a soudain semblé trop sobre, trop sérieuse. Derrière elle, ma mère, Janet, est entrée, les lèvres pincées en une fine ligne de désapprobation alors qu'elle scrutait la pièce opulente. Ses yeux ne se sont pas posés sur moi, sa fille, celle dont c'était l'anniversaire. Ils étaient trop occupés à calculer le coût des lustres. Mon père et Greg les suivaient, ressemblant à des accessoires réticents. Les épaules de papa étaient déjà voûtées comme s'il anticipait un coup. Alors, c'est ici que notre travailleuse dépense son argent, a dit ma mère, sa voix portant à travers la table. Ce n'était pas un compliment. C'était une accusation. J'ai forcé un sourire cassant, déterminé à ne pas les laisser gagner. Pas ce soir. Salut, maman. Je suis si contente que vous ayez pu venir. Je me suis levé pour l'embrasser, mais elle n'a offert qu'un baiser aérien et rigide sur ma joue, ses yeux se déplaçant déjà, évaluant, jugeant. L'assaut a été immédiat et implacable. Une série de piques passives-agressives. Waouh, Riley, cet endroit doit coûter une fortune, a dit Tessa,
passant un doigt sur un verre à eau en cristal, y laissant une trace. J'espère que tu ne vis pas au-dessus de tes moyens. Un salaire à 6 chiffres, ça doit être sympa, a ajouté Greg avec un sourire suffisant. Le reste d'entre nous a de vraies responsabilités, comme des hypothèques. 50 $ pour une poitrine de poulet, s'est exclamée ma mère après avoir inspecté le menu comme s'il s'agissait d'un document juridique plein d'échappatoires. C'est du vol qualifié. Pas étonnant que tu sois encore célibataire. Trop occupé à t'offrir des dîners chics pour trouver un mari. J'ai essayé de défendre mon choix, ma voix plus tendue que je ne le voulais. C'est une occasion spéciale, maman. Je voulais offrir à tout le monde quelque chose de bien. Il y a une différence entre bien et gaspillage, Riley, a-t-elle rétorqué, sans même me regarder. Ta sœur essaie d'économiser pour une maison familiale. C'est ce que font les adultes responsables avec leur argent. Chaque commentaire était une fléchette soigneusement visée. Et Tessa souriait narquoisement à chaque coup, sirotant son champagne comme un toast de victoire. Mes amis ont fait de leur mieux pour faire diversion. La vue est tout simplement à couper le souffle, Riley, a dit Mia, sa voix vive et ferme, une tentative désespérée de changer de sujet. Ma mère a juste reniflé. C'est un peu ostentatoire, vous ne trouvez pas? La conversation était un champ de bataille. J'ai essayé de l'orienter vers des sujets neutres, la météo, une émission de télévision populaire, mais il trouvait toujours un moyen de revenir à l'argent et à mon égoïsme perçu. Tessa a interpellé le serveur d'un air condescendant, demandant à haute voix, cette eau est-elle importée? Elle a intérêt à l'être pour ce prix. Mon père, comme d'habitude, était un vide. Il était assis en silence, mangeant méthodiquement son pain, le regard fixé sur la table. Son silence n'était pas paisible. C'était un témoignage hurlant de sa lâcheté. Il ne me défendrait pas. Il ne l'avait jamais fait. Le pire, c'était de voir la soirée à travers les yeux de mes amis. Je pouvais voir la pitié et l'horreur poindre sur leurs visages alors qu'elles assistaient à toute l'étendue de la cruauté désinvolte de ma famille. Elles avaient entendu les histoires, mais le voir en direct était différent. C'était comme montrer à quelqu'un les cicatrices que vous aviez toujours gardées cachées. Mon monologue intérieur était une boucle frénétique d'auto-réprimande. Ignore-les. Ne les laisse pas gagner. Souris. Pourquoi ai-je fait ça? Pourquoi ai-je pensé que cette fois serait différente? Jade avait raison. Je suis une telle idiote d'avoir espéré. Au moment où les plats principaux ont été débarrassés, la belle pièce ressemblait à une cage. La vue imprenable sur les lumières de la ville m'échappait. Tout ce que je pouvais voir, c'étaient les visages critiques des personnes qui étaient censées m'aimer le plus. La joie que j'avais ressentie à peine une heure plus tôt s'était complètement évaporée, remplacée par une douleur familière et lourde dans ma poitrine. Je ne célébrais pas. Je subissais. L'arrivée du dessert aurait dû être un doux répit, le signal que le calvaire touchait à sa fin. Le serveur a placé une délicate part de gâteau au chocolat coulant devant moi, une unique bougie provocante vacillant en son centre. Jade et Mia se sont lancés dans une version chaleureuse, bien que légèrement tendue, de « Joyeux anniversaire ». Leur voix était un petit îlot de sincérité dans une mer de tension. Ma mère a applaudi avec un sourire crispé et forcé qui n'atteignait pas ses yeux froids. Tessa s'ennuyait ostensiblement, envoyant des SMS sous la table. Mon père a marmonné faiblement les paroles, faux, le cœur n'y étant manifestement pas. J'ai fermé les yeux et j'ai fait un vœu silencieux, non pas pour la santé ou le bonheur, mais juste pour avoir la force de tenir les 30 prochaines minutes. J'ai soufflé la bougie et une paix fragile et temporaire s'est installée sur la table. Les seuls bruits étaient les légers grattements des cuillères contre les assiettes à dessert. J'étais émotionnellement épuisé, mon armure soigneusement construite criblée de fissures. Mon sourire ressemblait à un masque lourd que je pouvais à peine maintenir. Je planifiais déjà ma fuite, répétant mes adieux, prête à m'enfuir vers le sanctuaire tranquille de mon appartement. Mais Tessa n'en avait pas fini avec moi. Elle s'est penchée en arrière sur sa chaise, un sourire lent et prédateur se dessinant sur son visage. Elle a posé son téléphone face contre table, un geste de finalité, m'accordant toute son attention pour la première fois de la soirée. Je connaissais ce regard. C'était le regard qu'elle prenait juste avant de passer à l'attaque. Alors, Riley, a-t-elle commencé, sa voix faussement légère, un fil de soie dissimulant un câble d'acier. C'était une grosse promotion que tu as eue. La rumeur dit que tu gagnes quoi, un salaire à 6 chiffres maintenant?
Son ton était désinvolte, mais ses yeux étaient vifs, inquisiteurs. Ce n'était pas une question. C'était une déclaration liminaire dans un procès qu'elle avait planifié toute la soirée. L'air crépitait. Le léger brouhaha de la salle à manger principale semblait s'estomper. Mes amis Jade et Mia se sont figés en pleine bouchée, leurs yeux passant nerveusement de Tessa à moi. Elle savait, tout comme moi, que ce n'était pas une question innocente. C'était une attaque ciblée. Tessa a continué avant même que je puisse répondre, piquant la plaie. Ça doit être sympa de ne pas avoir à budgétiser. Greg et moi investissons dans l'immobilier, tu sais, un vrai actif. Que fais-tu même avec tout cet argent supplémentaire? J'ai essayé de rester calme, de dévier. Je travaille dur pour ça, Tessa. Ouais, mais certains d'entre nous travaillent intelligemment, a-t-elle rétorqué avec un regard suffisant vers Greg. C'était l'ouverture que ma mère attendait. Elle a posé sa fourchette, a tamponné ses lèvres avec sa serviette et m'a fixé avec un air de sincérité étudiée. Elle était maintenant la matriarche concernée, la voix de la raison. Eh bien, si c'est vrai, Riley, peut-être que tu pourrais enfin nous aider, a-t-elle dit, sa voix résonnant d'une difficulté théâtrale. Le cabinet de ton père réduit ses effectifs. Son stress est au plus haut. La facture de la taxe foncière vient d'arriver, et c'est un cauchemar. Et plus important encore, a-t-elle fait un geste vers Tessa. Ta sœur et Greg ont trouvé la petite maison parfaite pour commencer leur famille, un endroit charmant avec un jardin pour leurs futurs enfants, mais la compte est juste hors de leur portée. Elle a fait une pause, laissant le poids de leurs problèmes collectifs peser sur mes épaules. Tu es celle qui n'a pas de famille à soutenir, Riley. Pas de mari, pas d'enfant. Il est juste que tu es ta propre chair et ton propre sang. La famille s'entraide. C'est ce que nous faisons. Le silence qui a suivi était épais et suffocant. Ma propre fête d'anniversaire, celle que j'avais planifiée et payée pour célébrer mon indépendance, venait d'être transformée en une réunion de conseil d'administration où mes actifs étaient liquidés à leur profit. Ils ne demandaient pas seulement de l'argent. Ils l'exigeaient. Ils présentaient mon succès non pas comme quelque chose à célébrer, mais comme une ressource commune qu'ils étaient en droit de piller. Une vague de colère, chaude et vive, a transpercé mon épuisement. J'en avais assez entendu. Maman, ai-je dit, ma voix basse mais ferme, vibrant d'une rage que j'avais réprimée pendant des années. C'est mon dîner d'anniversaire. Je vous ai invité ici pour célébrer avec moi, pas pour être acculé à payer vos factures. C'est incroyablement inapproprié et je ne vais pas en discuter. Le visage de ma mère s'est durci. Le masque de préoccupation est tombé, révélant le mépris froid et dur en dessous. Oh, arrête d'être si dramatique, Riley, a-t-elle lancé, sa voix dégoulinant de mépris. Toujours si sensible, si égoïste. C'est une simple conversation. C'était ça. C'était le coup de grâce. Ma défiance, mon refus de jouer le rôle qui m'était assigné, était la seule chose qu'il ne pouvait tolérer. Tessa, voyant son ouverture, a porté son coup final. C'était un geste de pure méchanceté distillée. Avec un regard de mépris absolu, elle a pris mon verre de vin, le cabernet millésimé et cher que j'avais été si excité de partager. Elle a fait tournoyer le liquide rouge foncé, les yeux rivés sur les miens. La lumière vacillante de la bougie dansait sur la surface du vin, et pendant une fraction de seconde, le monde entier a semblé ralentir. J'ai vu l'éclair de triomphe dans ses yeux. J'ai vu le subtil signe d'approbation de ma mère. J'ai vu le regard de mon père tomber sur son assiette dans un dernier acte de lâche reddition. Puis, avec un mouvement froid et délibéré, elle s'est penchée sur la table et a versé tout le verre de vin rouge directement sur mon visage et sur le devant de ma robe émeraude toute neuve à $2500. Le choc a été un coup physique. Le liquide glacé éclaboussant ma peau, les ruisseaux collants coulant dans mon cou, l'odeur âcre de l'alcool remplissant mes sens, la tache rouge foncée s'épanouissant sur la belle soie comme une blessure grotesque et violente. La pièce a éclaté en un halètement collectif. Je pouvais sentir les regards des autres clients à travers les murs de verre du salon privé. Mon visage brûlait d'une humiliation si profonde, si publique, que c'en était presque surréaliste. Le vin goûtait de mon menton sur la nappe blanche immaculée, chaque goutte une ponctuation dans ma disgrâce. Tessa a reposé le verre vide avec un clic doux et définitif. Son sourire narquois était triomphant, victorieux. Considère ça comme ton don, a-t-elle dit, sa voix un murmure venimeux qui a tranché le silence.
Ma mère a ri. Un son court, sec et approbateur qui a scellé sa complicité. Elle n'a pas arrêté Tessa. Elle ne l'a pas réprimandé. Elle l'a cautionné. Mon père est juste resté assis là, une statue de honte, un monument à l'inaction. Quelque chose en moi. Quelque chose que j'avais gardé enfermé et enterré sous des décennies de devoirs et de déceptions. C'est finalement libéré. Ce n'était pas de la tristesse. Ce n'était pas de la honte. C'était une rage pure, blanche et ardente qui a brûlé jusqu'au dernier vestige de la fille calme et accommodante que j'étais. Le feu en moi, celui qu'ils avaient essayé si longtemps d'éteindre avec leur froideur et leur négligence, s'est finalement embrasé en un enfer. Le monde sembla retenir son souffle dans la seconde qui suivit les paroles de Tessa. Le vin rouge était un masque froid et collant sur mon visage, dégoulinant de mon menton sur la soie émeraude immaculée de ma robe. Les halètements dans la pièce s'étaient tus pour laisser place à un silence épais et horrifié. À travers le brouillard du choc, je pouvais voir les visages de ma famille. Celui de Tessa était un portrait de triomphe suffisant. Celui de ma mère arborait une expression d'approbation froide et satisfaite. Et mon père fixait son assiette de dessert, sa fourchette figée à mi-chemin de sa bouche, une parfaite statue de lâcheté. Il était un expert pour détourner le regard. Mes amis, cependant, étaient un tourbillon de mouvements. Jade était à moitié levée de son siège, son visage un masque de rage tonitruant. C'est fini, siffla-t-elle, sa voix basse et dangereuse. On s'en va, Riley. Allons-y. Mia attrapait déjà son sac à main, ses yeux comme des poignards visant ma sœur. Elles étaient prêtes à partir en guerre pour moi. Mais à ce moment-là, quelque chose en moi, une plaque tectonique profonde et ancienne de mon âme, a bougé. La rage blanche et ardente que je ressentais n'était pas chaotique. Elle était clarifiante. Elle a brûlé des décennies de brouillard, d'espoir, d'excuses. En un éclair, j'ai vu toute ma vie s'étaler devant moi. Une longue route pavée de mes propres sacrifices et de leurs exigences sans fin. Je me suis vu à 10 ans, exilé de ma propre fête d'anniversaire. J'ai vu mon trophée de concours scientifique prendre la poussière sur une étagère, inaperçu. J'ai vu les milliers de dollars s'écouler de mon compte en banque pour un accident de voiture, pour un mariage, pour leur fierté. J'ai vu chaque regard dédaigneux de ma mère, chaque cruauté désinvolte de ma sœur, chaque fois que mon père a choisi le silence plutôt que moi. Et je les ai vus maintenant, assis à cette table dans une belle pièce que j'avais payée. Se sentant en droit non seulement de mon argent, mais aussi de mon humiliation publique. Le vin sur ma robe n'était pas une insulte. C'était un résumé. C'était la facture finale pour une vie de transactions unilatérales. La rage ne m'a pas fait crier. Elle m'a calmé. Elle a forgé ma colonne vertébrale en acier. Mes mains, je les remarquais avec un étrange sentiment de détachement, étaient parfaitement stables. J'ai lentement, délibérément, pris la serviette en lin sur mes genoux. Jade et Mia se sont arrêtés, me regardant, leurs mouvements figés par mon calme étrange. Je n'ai pas frénétiquement essuyé mon visage. J'ai porté la serviette et j'ai doucement, précisément, tamponné le vin de mon menton. Ce n'était pas un acte de nettoyage. C'était un acte de contrôle. J'ai regardé Jade et lui ai fait un très léger signe de tête négatif. Reste assise, disait le regard. Je m'en occupe. Elle a hésité, puis s'est lentement réassise sur sa chaise, ses yeux ne quittant jamais mon visage, prête à bondir à la seconde où j'aurais besoin d'elle. Puis j'ai repoussé ma chaise, les pieds raclant doucement le sol poli, et je me suis levé. Je pouvais sentir le poids de chaque regard dans le restaurant, des clients choqués au maître d'hôtel inquiet qui planait près de la porte. Je ne les ai pas regardés. J'ai regardé uniquement ma famille. Mes yeux ont d'abord rencontré ceux de ma mère. Son sourire narquois et triomphant a légèrement vacillé, remplacé par une lueur de confusion face à mon absence de larmes. J'ai soutenu son regard jusqu'à ce qu'elle détourne les yeux, mal à l'aise. Puis j'ai regardé Tessa. Sa suffisance était toujours là, mais une petite graine de doute commençait à germer dans ses yeux. Enfin, j'ai regardé mon père. Il a refusé de croiser mon regard, sa concentration toujours bloquée sur son assiette comme si c'était le document le plus important qu'il ait jamais audité. Il était un lâche jusqu'au bout. J'ai laissé le silence s'étirer, les laissant mariner dans le malaise de ce qu'ils avaient fait. Puis j'ai parlé. Ma voix n'était pas forte, pas tremblante. Elle était même calme,
et aussi froides que la glace dans leur verre d'eau. Tu as raison, maman, ai-je dit, et le son de ma propre voix calme m'a surprise moi-même. La famille s'entraide. Les mots flottaient dans l'air, une parfaite imitation de sa propre phrase manipulatrice. J'ai vu une lueur de soulagement sur son visage, une étincelle de victoire dans les yeux de Tessa. Il pensait que je capitulais. Il pensait que j'avais enfin appris ma place, que j'étais sur le point de m'excuser et de leur offrir ma carte de crédit. Ils croyaient, même après tout, que leur pouvoir sur moi était absolu. Ils n'avaient aucune idée que je venais de redéfinir les termes. J'ai posé ma serviette doucement sur la table à côté de mon gâteau à moitié mangé. J'ai jeté un dernier regard à la scène, la belle pièce, la nourriture chère, les visages laids de mes agresseurs, puis je me suis retourné et je suis parti. Je n'ai pas couru. Je ne suis pas parti en trombe. J'ai marché. Ma posture était parfaite. La tête haute. Je pouvais sentir la soie imbibée de vin collée à ma peau, un rappel froid et humide de ma libération. Je suis passé devant les autres tables, devant les visages d'étrangers remplis de pitié et de choc. Je suis passé devant le maître d'hôtel qui s'est précipité en avant, le visage marqué d'inquiétude. Mademoiselle Thompson, tout va bien? Dois-je appeler la sécurité? Non, merci, ai-je dit, ma voix toujours stable. Mes invités régleront l'addition. Je n'ai pas regardé en arrière. Je suis sorti par les lourdes portes en chêne dans la nuit fraîche de San Diego et j'ai pris ma première bouffée d'air libre. Jade et Mia étaient juste derrière moi. Elles m'ont flanqué pendant que nous attendions le voiturier, leur présence un bouclier chaleureux et protecteur. À la seconde où nous étions dans la voiture de Mia, le barrage de leur fureur a cédé. Je n'ai jamais de ma vie vu quelque chose d'aussi dégoûtant, a fulminé Jade, les mains serrées sur ses genoux. Ta mère est restée assise là et a souri. Et Tessa, j'avais envie de lui arracher les cheveux. Nous ne leur parlerons plus jamais, Riley, a dit Mia, les jointures blanches sur le volant. C'est fini. C'est la dernière fois. J'ai penché la tête en arrière contre le cuir frais du siège et j'ai fermé les yeux. Elle s'attendait à ce que je craque, à ce que je laisse enfin couler les larmes, mais je ne ressentais rien d'autre qu'un calme vaste et tranquille. L'enfer en moi avait tout réduit en cendres. Et maintenant, dans les cendres, quelque chose de nouveau et de solide se construisait. Ce n'est pas grave, ai-je dit doucement. Non, ce n'est pas grave du tout, a insisté Jade. Elle t'a agressé. Cette robe est fichue. J'ai ouvert les yeux et je l'ai regardée. Un petit sourire sincère a touché mes lèvres pour la première fois de la soirée. La robe a fait son travail. J'ai dit que c'était une armure et elle a encaissé le coup pour moi. Quand nous sommes rentrés à mon appartement, je n'ai pas jeté la robe. Je l'ai enlevée avec soin, l'ai accrochée au dos de la porte de ma salle de bain et l'ai regardée. La vilaine tache sombre n'était pas une marque de honte. C'était une cicatrice de guerre. C'était la preuve de la nuit où j'ai cessé d'être une victime et où j'ai commencé à être une survivante. C'était le reçu de ma liberté, payé en totalité. Et alors que je me tenais là, je ne complotais pas ma vengeance. Je planifiais un règlement de compte. Je me suis réveillé le lendemain matin avant mon réveil, le soleil projetant de longues et nettes bandes de lumière sur le sol de ma chambre. Pendant un instant, je suis resté parfaitement immobile, m'attendant à la vague familière d'angoisse et d'anxiété qui suivait habituellement une confrontation avec ma famille. Je me suis préparé à la gueule de bois émotionnelle, à la honte, à l'auto-récrimination, mais elle n'est jamais venue. Au lieu de cela, j'ai ressenti un profond sentiment de clarté, aussi vif et brillant que le soleil du matin. La rage de la nuit précédente s'était refroidie et solidifiée en quelque chose de bien plus puissant, un but. Je suis sorti du lit, je suis allé dans la salle de bain et j'ai vu la robe émeraude accrochée à la porte. La tache rouge foncée était une carte de mon passé, une déclaration de leur crime. Je l'ai regardée, non pas avec tristesse, mais avec une froide résolution. Je les décrochai, les pliai avec soin et les plaçai dans une boîte. C'était une preuve. Ma routine matinale était une étude d'action délibérée. J'ai fait du café, l'arôme riche remplissant mon appartement silencieux. J'ai pris une douche, l'eau chaude lavant la sensation collante fantôme du vin, mais pas le souvenir. En m'habillant pour la journée avec un blazer et un pantalon impeccable, ma nouvelle armure, j'ai créé une liste de contrôle mental. Cela n'allait pas être un déchaînement émotionnel et spontané.
Ce serait un démantèlement systématique et ordonné d'un système toxique que j'avais permis pendant bien trop longtemps. Chaque étape était une corde à couper, une chaîne à briser. Mon premier arrêt fut ma banque. Je suis entré dans le hall frais et silencieux et je suis allé directement au bureau du banquier personnel. Un homme nommé Monsieur Henderson, qui connaissait ma famille depuis des années. Il m'a accueilli avec sa chaleur paternaliste habituelle. Riley, ravi de vous voir. Que pouvons-nous faire pour vous aujourd'hui? Bonjour, David, ai-je dit, ma voix polie mais ferme. Je dois apporter quelques modifications à mes comptes. J'aimerais retirer Janet et Robert Thompson comme bénéficiaires secondaires et de tout accès à mes comptes, avec effet immédiat. Son sourire a vacillé. Il a cligné des yeux, confus. Oh, tout va bien? J'ai toujours trouvé merveilleux la façon dont vous vous occupiez de vos parents. L'ancienne Riley aurait flanché. Aurait ressenti une pointe de culpabilité à ces mots. La nouvelle Riley ne ressentait que de l'impatience. Mes arrangements financiers changent, ai-je dit, mon ton ne laissant aucune place à la discussion. J'ai besoin des papiers, s'il vous plaît. Il s'est raclé la gorge, soudain tout à fait professionnel. Il a imprimé les formulaires et je les ai signés d'une main ferme. Chaque signature ressemblait à un acte révolutionnaire. La première a coupé leur accès d'urgence à mon compte courant. La deuxième a rompu leur lien avec mon compte d'épargne à haut rendement, celui que j'avais reconstitué après le fiasco du mariage. La troisième les a retirés comme bénéficiaires de mon portefeuille d'investissement. À chaque coup de stylo, je récupérais un morceau de moi-même, érigeant un mur qu'ils ne pourraient jamais franchir. Je suis sorti de la banque en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. De retour dans ma voiture, j'ai commencé la deuxième phase, le travail fastidieux mais nécessaire pour démêler nos vies numériques et domestiques communes. J'ai passé les 2 heures suivantes au téléphone, naviguant dans des menus automatisés et écoutant une musique d'attente épouvantable. C'était la réalité banale de la libération. D'abord, le forfait téléphonique familial. Pendant des années, j'avais été titulaire du compte principal avec mes parents et ça sur mon forfait, censé me rembourser leur part chaque mois. Ils étaient toujours en retard, quand ils payaient. Oui, j'aimerais supprimer 3 lignes de mon compte, ai-je dit au représentant du service client. Je lui ai donné leur nom et numéro. Très bien, madame. Ces lignes seront déconnectées à la fin du cycle de facturation actuel. Ils seront informés qu'ils doivent créer leur propre compte. Parfait, ai-je dit. Clic. Une corde de plus coupée. Ensuite, les services de streaming. Netflix, HBO Max, Hulu, tous à mon nom, sur ma carte de crédit. Ma famille les utilisait constamment. Tessa donnait même les mots de passe à ses amis. J'ai passé en revue chacun d'eux, déconnecté tous les appareils et changé les mots de passe. Un petit acte mesquin peut-être, mais symbolique. Leur divertissement gratuit était terminé. Le dernier et le plus important était la carte de crédit d'utilisateur autorisée que j'avais donnée à Tessa il y a des années pour les urgences. Les urgences, bien sûr, s'étaient avérées être de nouvelles chaussures, des dîners coûteux et des journées au spa. J'ai appelé la société de carte de crédit. Je dois révoquer l'autorisation pour Tessa Thompson et faire émettre une nouvelle carte à mon nom immédiatement. Le représentant a été efficace. Oui, madame. Sa carte sera refusée lors de sa prochaine utilisation. J'ai imaginé la scène. Tessa dans une boutique, les bras chargés de vêtements, sa carte refusée, l'éclair de confusion, puis l'indignation, puis la rage. J'ai ressenti un sombre sentiment de satisfaction. Mon dernier arrêt de la journée était chez ma comptable, une femme vive et pragmatique nommée Carole, que je consultais depuis 3 ans. Carole me conseillait gentiment depuis des années de protéger mes actifs. La famille, c'est la famille, Riley, avait-elle dit lors de notre dernière réunion. Mais vos finances doivent être cloisonnées. J'avais toujours résisté, m'accrochant à cet espoir insensé que ma famille changerait. Je suis entré dans son bureau et elle a su instantanément, à l'expression de mon visage, que quelque chose était différent. Laissez-moi deviner, a-t-elle dit en se penchant en arrière sur sa chaise. Vous êtes enfin prête à créer ce trust. Je le suis, ai-je dit. Blindé, impénétrable. Je veux y transférer tous mes actifs importants. Avec effet immédiat. Elle a souri. Une expression rare et sincère d'approbation. Riley, je suis fier de vous.
C'est la chose la plus intelligente que vous ferez jamais. Pendant l'heure suivante, nous avons examiné les documents. Elle a expliqué la structure juridique d'un trust privé, comment il créerait une barrière juridique et financière redoutable entre mon argent et n'importe qui d'autre. C'était une forteresse, et je construisais enfin les murs. Nous avons finalisé les documents, et j'ai quitté son bureau avec un sentiment de sécurité que je n'avais jamais connu. Mon avenir était enfin, sans équivoque, le mien. Ce soir-là, j'étais assise dans mon appartement silencieux. Mon téléphone était silencieux. Pas de SMS de Tessa demandant de l'argent, pas d'appel de ma mère me rappelant une quelconque obligation imaginaire. Le silence était vaste et magnifique. Je me suis connecté à mon portail bancaire en ligne et j'ai regardé mes comptes. Mon nom, et mon nom seul, y figuraient. J'ai regardé mon relevé de carte de crédit, propre des achats futiles de Tessa. Je n'étais pas heureuse. Pas encore. Le bonheur semblait être un rivage lointain. Mais j'étais calme. J'étais en contrôle. L'humiliation de la nuit précédente avait été un baptême du feu brutal et douloureux. Mais j'avais traversé cela et j'en étais sorti de l'autre côté, propre et sans fardeau. Ils avaient voulu me briser. Au lieu de cela, ils m'avaient libéré. Le plan n'était pas une question de vengeance. C'était une question de justice. Et je ne faisais que commencer. Une semaine s'est écoulée dans un silence béat et sans précédent. Mon téléphone, autrefois une source constante d'anxiété avec son flot incessant de demandes et de culpabilisation, était maintenant silencieux. L'absence de leur bruit était un baume pour mon âme. Je travaillais. Je voyais mes amis. J'ai dormi profondément pour la première fois depuis des années. Je commençais à construire une vie sur les fondations de paix que j'avais créées. La forteresse financière était sécurisée. Les murs émotionnels tenaient bon. Il était maintenant temps que les conséquences trouvent leur chemin jusqu'à eux. L'opportunité est arrivée non pas avec un grand bruit, mais avec un email d'entreprise fade. En tant que stratège de marque senior dans mon agence de relations publiques, l'une de mes responsabilités était de mener des audits périodiques de sécurité de marque pour nos principaux clients. Cela impliquait d'examiner la conduite publique des entreprises partenaires de nos clients, y compris la présence sur les réseaux sociaux de leurs employés clés, afin d'identifier tout risque potentiel pour la réputation. C'était généralement une tâche fastidieuse et abrutissante de faire défiler d'interminables profils LinkedIn et des fils Twitter d'entreprises insipides. Puis j'ai vu le nom, Greg Vandermeer. Le mari de ma sœur. Son employeur, une entreprise technologique de taille moyenne, était une société partenaire de l'un de nos plus gros clients. C'était une coïncidence, un coup du sort cosmique terrible, ou peut-être la justice. Son nom figurait sur une liste pour un examen de routine des réseaux sociaux. Une lueur de l'ancienne Riley a refait surface. Une brève pointe d'hésitation réflexe. C'est trop. C'est vindicatif. Mais je me suis souvenu du vin. Je me suis souvenu du visage vide de mon père. Je me suis souvenu du sourire narquois de Tessa. Mon hésitation a disparu, remplacée par un sens froid et clair du devoir professionnel. Greg et Tessa avaient bâti leur vie sur des fondations d'arrogance et de mon argent. Leur image publique était une extension de cette arrogance. J'avais le sentiment de savoir ce que j'allais trouver. J'ai ouvert les profils publics de Greg sur les réseaux sociaux. C'était un cloaque de vantardises amateurs et de jugements étonnamment mauvais. Le voilà posant devant une voiture de luxe en leasing avec la légende « Le travail acharné paie ». Il y avait des photos de dîners coûteux avec des hashtags odieux comme « Faire son beurre et les rageux vont rager ». C'était une performance pathétique et transparente de richesse qu'il n'avait pas vraiment. Puis j'ai trouvé les profils de Tessa, qui étaient liés aux siens. Les siens étaient encore pires. Elle postait constamment, documentant une vie de loisirs et de luxe financée par mes sacrifices. Il y avait des photos d'elle dans des salons de coiffure chers avec des légendes comme « un peu de soins personnels parce que je le vaux bien ». Il y avait des pics à peine voilés à notre famille, clairement dirigés contre moi. Tellement béni de ne pas avoir un travail de bureau ennuyeux de 9h à 17h. Certaines personnes ne savent tout simplement pas vivre. Et puis je l'ai trouvé. La preuve irréfutable. Une publication de Tessa datant du soir de mon dîner d'anniversaire. C'était un selfie d'elle dans cette robe blanche suffisante, pris dans les toilettes du restaurant. La légende disait « Je dois subir un dîner de famille terriblement ennuyeux ce soir, mais au moins je suis belle ». Certaines personnes n'ont tout simplement pas de classe.
L'hypocrisie était si puissante qu'elle m'a presque fait rire. Elle, qui m'avait agressé physiquement dans un lieu public, m'accusait de ne pas avoir de classe. J'ai fait défiler plus loin et j'ai trouvé le commentaire de Greg sous sa publication. Hâte de sortir de là, chérie. Dis à ta sœur de nous faire un virement pour le temps perdu. Lol. Mon sang s'est glacé. Ce n'était pas seulement non professionnel. C'était activement malveillant. Et voici la partie cruciale, dans plusieurs de ses propres publications se vantant de ses grosses affaires, Greg avait tagué son employeur et le client de mon agence, liant directement sa marque personnelle d'arrogance toxique à leurs identités d'entreprise. Il était un risque de marque ambulant. Ma ligne de conduite était claire. Ce n'était plus personnel. C'était professionnel. Mon devoir était envers mon agence et notre client. J'ai méticuleusement fait des captures d'écran de tout. Les publications vantardes de Greg, ses vantardises taguant le client, la moquerie publique de Tessa envers sa famille, et bien sûr, leurs commentaires du soir du dîner. Je les ai compilés en un seul document complet. J'ai ensuite rédigé une note à mon directeur. Le langage était stérile, professionnel et dénué d'émotion. Sujet, résultat de l'audit de sécurité de marque au nom du client au nom de l'entreprise partenaire cher nom du directeur, conformément à notre examen standard de sécurité de marque du T4. L'activité suivante sur les réseaux sociaux publics d'un employé clé de l'entreprise partenaire employeur de Greg a été signalée comme un risque potentiel pour la réputation. Le document ci-joint contient des captures d'écran de publications publiques de M. Greg Vandermeer et de son épouse qui démontrent une conduite non professionnelle, des remarques désobligeantes et un style de vie qui n'est pas aligné avec l'image professionnelle de son employeur et de notre client. Je recommande que nous transmettions ces informations à nos contacts chez nom du client afin qu'ils puissent aborder cela avec leurs partenaires en conséquence. Cordialement, Riley Thompson. Je l'ai relu 3 fois. C'était parfait. Je ne portais pas d'accusation. Je présentais des preuves. Je ne cherchais pas la vengeance. Je remplissais ma description de poste. J'ai joint le PDF et j'ai cliqué sur Envoyer. Le monde de l'entreprise bouge lentement, puis tout d'un coup. Pendant 3 jours, je n'ai rien entendu. Puis, un jeudi après-midi, un email est arrivé dans ma boîte de réception de la part de mon directeur. Sujet, résultat de l'audit de sécurité de Marc Riley, un petit mot pour te remercier de ta diligence sur ce dossier. Notre client a été extrêmement reconnaissant pour l'avertissement. Ils ont déjà traité le problème avec leur entreprise partenaire. Considère cette affaire comme close. Excellent travail. L'email était court et direct, mais je savais ce qu'il signifiait. Traiter le problème était le jargon d'entreprise pour une action rapide et décisive. Ma confirmation est venue 2 jours plus tard. Le samedi matin, mon téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant affichait un nom que je n'avais pas vu depuis plus d'1 semaine, Tessa. J'ai laissé sonner 3 fois, j'ai pris une profonde inspiration calmante et j'ai répondu « Allô ». Le son qui est sorti du haut-parleur n'était pas une voix, mais un hurlement. C'était un cri brut, guttural de pure rage. Toi? Comment as-tu pu? Tu nous as ruinés. J'ai tenu le téléphone légèrement éloigné de mon oreille, attendant que la rage incohérente se calme. Elle sanglotait, criait, un mélange de fureur et d'apitoiement sur soi. Greg a été viré. Ils l'ont convoqué au RH hier et l'ont viré. Ils ont dit qu'il était une honte pour l'entreprise. Ils avaient des photos de son Instagram, des photos de mes publications. C'est toi. C'est toi qui as fait ça. Je l'ai laissé s'épuiser, écoutant la tirade avec un sentiment de calme détaché. Elle m'a accusé d'être un monstre, une psychopathe, une vieille fille jalouse et amère. Les insultes qui m'auraient autrefois blessé ressemblaient maintenant à des cailloux lancés contre un mur de forteresse. Ils rebondissaient sans laisser de marque. Quand elle a finalement fait une pause pour reprendre une respiration haletante, j'ai parlé. Ma voix était calme. L'œil tranquille dans son ouragan. Je ne l'ai pas fait virer, Tessa. Menteuse, a-t-elle crié. Ce sont ses actions qui l'ont fait virer, ai-je continué, ma voix inébranlable. Vos actions l'ont fait virer. Vous avez posté ces saletés à la vue du monde entier. Pensiez-vous qu'il n'y aurait pas de conséquences? Tu m'as fait ça, à ma famille, a-t-elle gémi. La phrase était si absurde, si complètement dépourvue de conscience de soi, qu'un petit sourire froid a touché mes lèvres. Non,
ai-je dit doucement et avec une finalité absolue. Tu as fait ça toute seule. Puis, avant qu'elle ne puisse crier à nouveau, j'ai raccroché. J'ai bloqué son numéro. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir, et dans le silence profond et magnifique de mon appartement, j'ai ressenti la première lueur vraie et indéniable de paix. Après l'appel avec Tessa, je m'attendais à ce que mes parents soient la prochaine vague de l'assaut. Je me suis préparé à des appels furieux, des messages vocaux manipulateurs et des SMS chargés de culpabilité. Mais pendant des jours, il n'y a rien eu. Le silence était troublant, le genre de calme qui précède une tempête. Je savais qu'ils se regroupaient, qu'ils préparaient leur stratégie. Ma mère ne laisserait pas passer ça. Une attaque contre Tessa était une attaque contre l'œuvre de sa vie. Ils ont choisi de me tendre une embuscade un dimanche soir. Je venais de rentrer d'un dîner tranquille avec Mia, me sentant détendue et contente. Des coups forts et agressifs ont résonné à la porte de mon appartement. Ce n'était pas un coup amical. C'était une convocation. J'ai regardé par le Judas et mon estomac s'est noué. Ils étaient là tous les deux, dans le couloir, le visage sombre et déterminé. Ma mère avait les bras croisés fermement sur sa poitrine. Mon père se tenait légèrement derrière elle, son expression un mélange de colère et de malaise. Pendant une seconde, la vieille peur a vacillé en moi. L'instinct de me cacher, de prétendre que je n'étais pas à la maison. Mais je me suis souvenu de qui j'étais maintenant. C'était ma maison, mon sanctuaire. Ils étaient les intrus. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai déverrouillé le pêne dormant et j'ai ouvert la porte. Je ne les ai pas invités à entrer. Je me suis tenu sur le seuil, leur barrant le chemin. Bonjour, ai-je dit, ma voix neutre. Ma mère m'a bousculé pour entrer dans le hall, mon père la suivant dans son sillage. Ne me dis pas bonjour, Riley, a-t-elle lancé, ses yeux scrutant mon appartement avec désapprobation. Nous devons parler. Ce que tu as fait est impardonnable. J'ai fermé la porte et me suis appuyé contre elle, croisant les bras. J'étais calme, une observatrice d'une pièce que j'avais vue trop de fois. Il n'y a rien à dire, ai-je dit. Rien à dire, a finalement parlé mon père, sa voix plus forte que je ne l'avais entendue depuis des années. Elle craquait d'une indignation fabriquée. Tu as fait virer le mari de ta sœur. Ils vont perdre leur maison. Tu as ruiné leur vie, tout ça à cause d'une petite querelle. Une petite querelle. L'expression était si dédaigneuse, si complètement aveugle à la réalité de ce qui s'était passé, qu'elle a solidifié ma résolution en quelque chose d'incassable. Ma mère s'est avancée, son visage déformé par une fureur vertueuse. Comment peux-tu être si cruelle, si vindicative envers ta propre sœur après tout ce que nous avons fait pour toi, l'éducation que nous t'avons donnée? Nous t'avons élevé mieux que ça. Tu as tourné le dos à cette famille. Je les ai laissés finir. J'ai laissé toutes leurs accusations et leurs justifications tordues remplir l'air entre nous. J'ai écouté ma mère dépeindre Tessa comme une victime innocente et moi comme un monstre froid et sans cœur. J'ai écouté mon père, le grand partenaire silencieux, trouver enfin sa voix, mais seulement pour défendre le système qui m'avait victimisé pendant 3 décennies. Il m'a dit que j'étais allé trop loin, que je devais réparer ça. Il a même suggéré que je devrais utiliser mes relations professionnelles pour aider Greg à retrouver son emploi, et que je devais présenter des excuses sincères à Tessa. L'audace pure et simple de tout cela était à couper le souffle. Il se tenait dans ma maison, une maison que j'avais payée avec mon propre travail acharné, et exigeait que je nettoie un désordre qu'ils avaient créé. Ils n'étaient pas là pour comprendre, pour se réconcilier ou pour s'excuser. Ils étaient là pour réaffirmer leur contrôle, pour me remettre à ma place. Quand leur tirade s'est finalement essoufflée, la pièce est tombée dans le silence. Ils me fixaient, s'attendant à ce que je m'effondre, que je pleure, que je supplie leur pardon, comme je l'avais toujours fait. Je ne l'ai pas fait. Je me suis redressé, décroisant les bras. J'ai regardé ma mère droit dans les yeux, puis j'ai regardé mon père. Pour la première fois de ma vie, je ne les voyais pas comme mes parents, comme des figures d'autorité. Je les voyais comme 2 personnes profondément imparfaites et pleines de droits avec qui il se trouvait que j'étais lié. La peur avait disparu. Le besoin de leur approbation avait disparu. Tout ce qui restait était un espace triste et vide où se trouvait autrefois mon amour pour eux. Tourner le dos à la famille, ai-je commencé, ma voix calme mais portant le poids de 31 ans de vérité réprimée. Laissez-moi vous parler de la famille. Toute ma vie,
j'ai été la seule à soutenir cette famille. J'étais le fonds d'urgence, la concierge émotionnelle, le partenaire silencieux qui payait pour tout et n'était crédité pour rien. J'ai fait un pas en avant. J'ai payé pour l'accident de voiture de Tessa quand elle conduisait ivre. J'ai remboursé des milliers de dollars de vos dettes de carte de crédit pour son mariage de conte de fées. J'ai financé son style de vie. J'ai nettoyé ses dégâts. Et j'ai fait tout ça en cumulant 3 emplois pour payer mes études, parce que vous aviez dépensé mon fonds d'études pour une nouvelle terrasse. Je vous ai donné mon argent, mon temps, mon énergie et mon espoir. Et qu'ai-je eu en retour? J'ai soutenu le regard de ma mère. En retour, pour mon 31e anniversaire, vous êtes arrivé en retard. Vous avez insulté ma réussite. Vous avez essayé de m'extorquer de l'argent. Et toi, maman, tu as ri pendant que ta fille parfaite m'agressait dans un restaurant public. Tu l'as regardé me verser du vin dessus, et tu as souri. Je me suis tourné vers mon père. Et toi, tu as regardé tout ça se passer. Tu as regardé ça se passer pendant 30 ans. Chaque affront, chaque insulte, chaque fois qu'ils m'ont pris quelque chose, tu l'as vu et tu n'as rien fait. Tu n'as rien dit. Ton silence était ton consentement. Tu n'es pas un spectateur innocent. Tu es un complice. Leur visage était pâle, choqué par la force brutale de la vérité sans phare. Alors, non, ai-je terminé, ma voix comme de la glace. Je n'ai pas tourné le dos à la famille. J'ai enfin arrêté de participer à un arrangement commercial toxique et unilatéral où j'étais la seule à payer les factures. L'arrangement est terminé. Vous n'êtes plus ma responsabilité. Ma mère a finalement retrouvé sa voix, balbutiant. Tu le regretteras. Quand tu seras vieille et toute seule, tu le regretteras. Non, ai-je dit en allant à la porte et en l'ouvrant. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Maintenant, s'il vous plaît, quittez ma maison. Ils sont partis, sans voix et vaincus. En les voyant s'éloigner dans le couloir, je ne les ai pas vus comme les figures puissantes et intimidantes de mon enfance, mais tels qu'ils étaient vraiment, des personnes petites et faibles, terrifiées maintenant que leur principale ressource avait été coupée. J'ai fermé la porte, et la finalité de cet acte a été un profond soulagement. Quelques semaines plus tard, j'ai appris par une tante bavarde que Tessa et Greg avaient été forcés de vendre leur gros SUV et avaient emménagé de nouveau chez mes parents. Le rêve de la maison plus grande était mort. Tessa, pour la première fois de sa vie, faisait face à de réelles conséquences. Le même jour, j'ai reçu le remboursement de l'hélivolet. Le directeur s'était profondément excusé pour l'incident désagréable et avait remboursé la totalité du coût du dîner, y compris la compte. J'ai pris cet argent et je suis allé sur le site web d'une association caritative locale qui soutient les victimes de violences domestiques et émotionnelles. J'ai fait un don important du montant total du remboursement. Dans la section qui disait « Faites ce don en l'honneur de », je n'ai fait une pause que d'une seconde avant de taper le nom de ma mère, Janet Thompson. Ce n'était pas seulement de la vengeance. C'était une justice poétique. Je prenais l'argent d'une nuit d'humiliation qu'elle avait orchestrée et je le transformais en une force pour le bien, un moyen d'aider d'autres femmes à échapper à des familles comme la mienne. J'ai cliqué sur soumettre, et je les ai enfin vraiment laissés partir. Les mois ont passé, les saisons ont changé, et avec elles, tout le paysage émotionnel de ma vie. Le bruit s'est arrêté. C'est la première chose que j'ai remarquée. Pour la première fois depuis que je pouvais m'en souvenir, mon téléphone ne vibrait plus de SMS culpabilisants ou d'appels téléphoniques manipulateurs. Ma boîte de réception était exempte de newsletters familiales passives-agressives. Le bourdonnement constant d'anxiété de bas niveau qui avait été la bande sonore de ma vie pendant 31 ans s'est simplement estompé, laissant derrière lui un silence profond et magnifique. Dans ce silence, j'ai commencé à me redécouvrir. J'ai commencé à faire de la randonnée le week-end, explorant les sentiers qui serpentaient à travers les collines à l'est de San Diego, sentant le soleil sur mon visage et la terre solide sous mes pieds. J'ai pris un cours de poterie, trouvant une joie étrange et satisfaisante à façonner quelque chose de nouveau et d'entier à partir d'un simple morceau d'argile. J'ai voyagé. J'ai pris l'argent que je ne siphonnais plus dans le trou noir des demandes de ma famille, et j'ai acheté un billet d'avion pour l'Italie, un voyage dont je rêvais depuis que j'étais une fille. J'ai passé 2 semaines à manger des pâtes, à boire du vin et à explorer des ruines antiques, ne rendant de compte à personne d'autre qu'à moi-même. Un après-midi ensoleillé, environ 1 an après ce dîner fatidique, je me suis retrouvé à marcher en ville. Mon chemin m'a fait passer devant l'hélivolet.
Je me suis arrêté sur le trottoir, regardant l'entrée élégante, les lourdes portes en chêne, la douce lueur des lumières à l'intérieur. Je n'ai ressenti aucune colère, aucune amertume, aucun traumatisme persistant. Le souvenir était là, mais c'était comme une cicatrice qui s'était estompée depuis longtemps, le rappel d'une blessure qui avait complètement guéri. À travers la grande fenêtre, je pouvais voir la salle à manger principale. À une table près de l'avant, une jeune femme dans une belle robe de soie riait avec un groupe d'amis, son visage rayonnant d'une joie pure et sans fardeau. Elle célébrait quelque chose, un anniversaire ou une promotion, et elle était entourée de gens qui l'adoraient manifestement. Elle me rappelait qui j'avais voulu être cette nuit-là, avant qu'il n'essaie de me briser. Sur une impulsion, je suis entré. Le maître d'hôtel ne m'a pas reconnu. J'ai demandé une petite table pour une personne. Je me suis assise, j'ai commandé un verre du même millésime de Cabernet Sauvignon et une part de leur célèbre gâteau au chocolat coulant. Quand il est arrivé, j'ai levé mon verre et j'ai porté un toast silencieux. J'ai porté un toast à la paix. J'ai porté un toast à la force. J'ai porté un toast à la joie tranquille et inébranlable d'une vie vécue selon mes propres termes. Le genre de joie que l'on ne trouve que lorsqu'on cesse enfin de s'excuser pour sa propre valeur. Si vous avez déjà eu à affronter votre famille et à partir, vous n'êtes pas froid. Vous êtes enfin libre. Leur version de l'amour était une cage et vous avez simplement choisi de vous envoler. Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Et rappelez-vous, parfois la meilleure vengeance n'est pas de les détruire, c'est de vivre magnifiquement et complètement sans eux. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez envisager de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner.